École normale supérieure, savoir en multimédia. À propos des exilés, des apatrides, comme on sait, comme il vient d'être rappelé avec force, Hannah Arendt se prononce de façon très fréquente, à vrai dire, c'est un de ses grands thèmes, et elle y consacre presque entièrement le dernier chapitre du volume consacré à l'impérialisme dans la trilogie sur les origines du totalitarisme. Et dans ce chapitre, il y a des éléments littéralement prophétiques qui sont d'une actualité saisissante, qui sont plus visiblement frappants dans notre expérience contemporaine. C'est ce où elle explique que les expatriés, les sans-patrie, les sans-papiers de partout, constituent en vérité une avant-garde politique. Sa thèse est que le noyau réel de toute politique démocratique à venir concerne la masse prolétaire des expatriés, que la destruction impériale des États chez eux et le caractère fermé, oppressif et indifférent des États ici excluent en définitive, ou prétendent exclure, de toute symbolisation politique. Il en résulte pour Hannah Arendt une très frappante dialectique concernant la relation contemporaine instituée par les États entre la loi et la transgression de la loi. Je cite un passage. Voilà ce qu'écrit Hannah Arendt. Privé du droit de résidence et du droit au travail, l'individu apatride devait évidemment transgresser continuellement la loi. Il était susceptible de se voir emprisonné sans avoir commis le moindre crime. Bien plus, toute l'échelle des valeurs qui sont le propre des pays civilisés était dans son cas inversée. Puisqu'il représentait l'anomalie pour laquelle la loi générale n'avait rien prévu, mieux valait pour lui qu'il devînt une anomalie pour laquelle au moins la loi prévoyait quelque chose. Un criminel. Si la loi vous absente ou vous désidentifie, c'est alors sa transgression qui peut vous identifier, vous conférer une présence. Au fond, l'exil radical, c'est ce moment où mieux vaut être le criminel de l'identité que le fantôme de l'altérité. Mieux vaut être le délinquant du même que l'invisible de l'autre. Si l'on veut vérifier empiriquement cette loi, qu'on se rende à Fleury-Mérogis. C'est un conseil que je donne universellement. On y verra le lieu d'enfermement d'une masse uniforme de jeunes gens d'origine africaine ou arabe qui sont là précisément parce que, pour des raisons qui tiennent à leur co-appartenance au régime d'exclusion dominant, ils ont, sous diverses formes, préféré être les délinquants mineurs de la situation que les absents de sa règle. Et il en résulte que on peut lire, quand on voit cette population de Fleury-Mérogis, on peut lire que partout, la prison est en réalité la face muette des langues de l'exil. Mieux vaut être en effet un voleur à faux papiers réussi qu'un ouvrier assidu sans aucun vrai papier. La prison, que risque temporairement le premier, est au moins légale, officielle, prévue. Elle l'est bien davantage que le camp d'internement
et l'avion musclé que risque à tout moment le second. Oui, il y a quelque chose dans cette structure de la relation aux langues de l'exil qui se présente comme un tourniquet du même et de l'autre, du vrai et du faux, et qui est instructif. Le parler mal, avec un accent rapidement folklorisé, vous accorde une place provisoire que ne pas parler du tout vous refuse. Le ridicule est une identité, tandis que le silence est toujours une menace. Et voici alors que va se mettre en place, sur l'horizon de la dialectique dont je parlais entre loi et transgression de la loi, une autre dialectique appropriée directement à la langue, qui est ici mon et notre sujet. Pour l'expatrié, pour l'étranger, parler est une obligation. On veillera même éventuellement à la contrôler par des examens. C'est, on en a déjà parlé, une menace partout réelle. Ne pas parler est un anéantissement, une absence, et mal parler est une faute. Mais qu'est-ce que mal parler? Qu'est-ce que, pour citer Beckett, qu'est-ce que c'est que mal dire? Mal dire, n'est-ce pas aussi bien réinventer la langue pour celui pour lequel elle fonctionne comme une obligation? L'exil, au fond, impose de se tenir à la lisière que la faute établit quant à la langue entre la contrainte et la création. En ce sens, entre le folklore des accents et des tics étrangers, par quoi la fausse identité de l'expatrié est inscrite, et le remaniement créateur de la langue elle-même, il y a un transit. Et ce transit fait de Beckett, à mon sens, le frère des ouvriers maliens, comme de Hannah Arendt, la sœur des chicanos contemporains. Tous font partie, aux lisières de la langue, de cette situation terrible, selon Hannah Arendt elle-même, où un monde unique s'avère cependant incapable d'être au-dessus de l'imposition nationale des langues. Je cite un autre passage d'elle qui me paraît véritablement admirable. Cette situation nouvelle, dans laquelle l'humanité des humanitaires, dans laquelle l'humanité remplit effectivement le rôle autrefois attribué à la nature ou à l'histoire, voudrait dire dans ce contexte que c'est l'humanité elle-même qui devrait garantir le droit d'avoir des droits, ou le droit de tout individu d'appartenir à l'humanité. Il n'est absolument pas certain que ce soit possible. C'est là que Hannah Arendt va introduire une remarque tout à fait fondamentale. Car contrairement aux louables tentatives humanitaires, prophétiques cela, n'est-ce pas, la critique des louables tentatives humanitaires, des aviations humanitaires, qui réclament de nouvelles déclarations des droits de l'homme émanant des instances internationales, la communauté internationale. Il faudrait imaginer que cette idée transcende le domaine actuel du droit international, qui fonctionne dans les termes de conventions et de traités mutuels entre États souverains, et pour le moment, un monde qui serait au-dessus des nations n'existe pas. Mais Hannah Arendt va quand même faire l'hypothèse de son existence, et donc nous projeter aujourd'hui où cette hypothèse, sous le nom de mondialisation et juridiquement de communauté internationale, est prétendument dominante. Il est tout à fait concevable, dit-elle, et même du domaine des possibilités pratiques de la politique, qu'un beau jour,
une humanité hautement organisée et mécanisée en arrive à conclure le plus démocratiquement du monde, c'est-à-dire à la majorité, que l'humanité en tant que tout aurait avantage à liquider certaines de ses parties. Voilà ce dont nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de cette humanité qui, précisément, est à l'œuvre de la recherche d'un chemin, et d'abord d'un chemin de parole, entre l'unicité du monde et la prévalence des États. Exilés de l'humanité tout entière, par les décrets juridiques analogiques à ceux de l'État d'une communauté internationale, on ne peut exclure qu'apparaissent, et c'est la crainte d'Arendt, des gens exclus de toute existence. C'est sur ce point que je voudrais faire intervenir, symétrique américain de la juive allemande Hannah Arendt, l'arabe palestinien Édouard Saïd. Né à Jérusalem et comme Hannah Arendt, ayant terminé son existence comme professeur reconnu internationalement dans une université américaine. Double face d'un exil terminé identiquement. Je voudrais me référer ici au très beau livre, tout à fait consacré aux langues de l'exil, à vrai dire, qu'il a consacré à un autre écrivain exilé, Joseph Conrad, dont on rappelait tout à l'heure qu'il était aussi une des lectures essentielles d'Hannah Arendt, et que donc il nous sert ici de connexion dans toutes ces figures disparates de l'exil. Conrad, ce Polonais, qui a hésité entre la langue française et la langue anglaise, qui a été un exilé naturel en Angleterre sous la forme de la marine, et qui néanmoins a terminé sa vie sur la baie de Toulon. Tout au début du livre que Édouard Saïd consacre à Conrad, et qui s'appelle « La fiction de l'autobiographie », Édouard Saïd écrit un texte qui véritablement est au cœur de notre propos aujourd'hui. Et je vous le lis. Même dans le meilleur d'une fiction de Conrad, il y a très souvent une sorte de surface exagérément rhétorique, une prose mélodramatique que des critiques comme Lévis, sensibles à un usage de la langue précis et plus efficace, ont sévèrement condamné. Il est à mon avis tout à fait insuffisant de critiquer ces imprécisions comme si elles étaient les effusions d'un écrivain qui veut attirer l'attention sur lui-même. Au contraire, Conrad se dissimulait dans sa propre rhétorique, l'utilisant pour ses besoins personnels sans aucune considération pour les agréments du ton et du style que des écrivains plus tardifs auraient souhaité qu'il possède. Il était un écrivain étranger et conscient de l'être, ayant à rendre compte d'expériences obscures dans un langage qui n'était pas le sien. Il n'était que trop conscient de cette situation. C'est pourquoi sa prose extravagante ou bavarde, dans les endroits où elle est le plus manifeste, est le tâtonnement d'un anglo-polonais incertain, dans le plus sophistiqué et le plus stylistique des moyens d'expression. C'est aussi le moyen le plus facile pour dissimuler les embarras et les gênes de l'existence particulièrement désorganisée d'un Polonais au langage châtié, parlant parfaitement français, ayant choisi l'exil, écrit après avoir été marin et devenu, pour des raisons qui à ses propres yeux ne sont pas très claires, l'auteur de ce qu'on appelle des romans d'aventure.
La prose de Conrad n'est pas la prolixité arbitraire d'un écrivain peu soigneux. Elle est bien plutôt le résultat concret et particulier de son immense lutte avec lui-même. Si parfois il abuse des adjectifs, c'est parce qu'il n'a pas trouvé de meilleur moyen de clarifier son expérience dans la langue étrangère. Cet échec est, dans ses premiers ouvrages, le vrai thème de ses fictions. Il a échoué, dans l'intense effort de l'écriture, à extorquer le sens complet de son expérience sans loi. Pas plus du reste qu'il n'avait pu se sauver lui-même des difficultés de sa vie. Conrad est un exemple ici. Il est un exemple de ceci que l'exil distribue autrement les langues dans lesquelles cet exil procède. Conrad a à distribuer subjectivement 3 langues, le polonais, la langue maternelle dont nous avons ici déjà parlé, le français, sa langue de culture et de société, l'anglais, sa langue choisie. Il est frappant qu'il ait choisi la plus distante, et nous retrouvons ce point, la plus étrangère, à vrai dire. Le français lui aurait été infiniment plus naturel. Il s'est donc installé dans le risque aggravé des fautes. Et nous retrouvons là ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la position du risque de la faute est probablement, dans les langues de l'exil, la position la plus préférable, parce qu'elle est la position qui dialectise les 2 extrémités de la situation, l'imposition de la langue d'un côté et la nostalgie indestructible de la langue maternelle de l'autre. Conrad est un exemple de choisir une langue dans laquelle la faute est inévitable et par là même salvatrice. Il y a la contrainte qui est l'ordre même de la langue telle qu'elle est imposée ou prescrite. Il y a la faute qui est la surcharge possible dans cette langue des adjectifs ou de la rhétorique, et il y a la création qui va finalement s'opérer dans la logique de la faute elle-même. Rappelons à ce propos qu'Édouard Saïd, qui écrit ici sur Conrad, parlait arabe, anglais et français, parfaitement les 3 langues, et qu'il lisait l'espagnol, l'allemand, l'italien et aussi le latin. Le latin et non pas le grec. On pourrait dire ici que l'exilé subjectif est polyglotte tendanciellement. Il est en effet installé non pas seulement dans un régime de 2 langues, mais dans un régime immédiat de la multiplicité des langues dans lesquelles il circule. Ceci n'est pas du tout un attribut uniquement des grands lettrés, comme Hannah Arendt ou Édouard Saïd. J'ai toujours considéré qu'il y avait, chez un bon nombre d'ouvriers venus d'ailleurs, des intellectuels virtuels extrêmement remarquables, car ils parlaient très souvent 4 langues. Ils parlaient très souvent 4 langues. Ceux qui venaient du Maroc, les ouvriers marocains, parlaient très souvent arabe, berbère, allemand et français. Et nous avons connu plusieurs Africains qui parlaient le saracolé, le bambara, le flamand et le français. Ces gens-là, il était difficile de leur demander une preuve plus souveraine de leur capacité d'expérience et d'assimilation. On aurait peut-être dû soumettre plutôt leurs interrogateurs à des examens comparables. Alors Conrad, c'est cela. Conrad, c'est celui qui surmonte le problème de la circulation entre 3 langues en s'inscrivant dans le régime de la faute possible, où il va en vérité tenter de trouver la victoire de la pensée. Il y a une corrélation essentielle entre ce qui est appelé par Édouard Saïd, à juste titre, les potentialités de faute et d'échec de Conrad, et ce qu'il va être représenté comme une victoire, à savoir en définitive, le fait que Conrad est un des plus grands écrivains de langue anglaise, on peut le dire comme cela, de cette langue anglaise précisément, dont toute une série de critiques contemporains persistent à dire qu'elle n'est pas très correcte, elle n'est pas absolument correcte. C'est cette incorrection, naturellement, qui a créé
la circulation supérieure dans la langue. Et il n'est pas étonnant que de ce point de vue-là, Conrad ait titré Une victoire, un de ses plus beaux romans, dont la conclusion pourrait apparaître au contraire comme un terrible échec d'une histoire amoureuse. Mais cette corrélation subtile entre ce que c'est qu'échouer et ce que c'est que vaincre, c'est précisément l'épreuve permanente de la langue de l'exil dans son exposition assumée à la faute. Cette triplicité de la rhétorique excédentaire, du risque de la faute, du folklore de l'étranger et de la création comme résultat, je la retrouverai aussi bien dans la fréquentation qui a été la mienne longtemps et qui l'est encore des ouvriers maliens, par exemple. Ils sont tous des Conrad de la situation contemporaine, à l'échelle qui est celle de leur expérience. On retrouve la rhétorique excédentaire, les fautes folkloriques et la création. On retrouve cette triplicité. La rhétorique excédentaire, on la trouve en particulier dans les récits en français des malheurs qui leur sont arrivés et qu'ils étaient censés communiquer aux autorités pour les convaincre de leur donner des papiers de réfugiés. C'était des récits rhétoriques flamboyants dans lesquels des misères extraordinaires étaient décrites, les unes d'ailleurs réelles, les autres irréelles, et qui étaient véritablement dans une rhétorique de la plainte instituée. Parce que ces récits étaient écrits par des professionnels du récit de malheur, et ils étaient payés assez cher d'ailleurs, pour être soumis aux autorités compétentes comme des biographies fictives, dont je pense que les critiques auraient pu dire aussi qu'à les regarder de près, elles étaient rhétoriquement assez exagérées, assez excessives, parce que l'écrivain public en rajoutait naturellement. Il en rajoutait autant qu'il pouvait, dans l'espoir d'apitoyer le juge en vérité impitoyable, qu'est le distributeur de papier. Et donc on trouvait ça, et c'était une stylistique première et possible. Les fautes folkloriques, on les connaît, le parler, la syntaxe, le type d'accent, etc., qui identifie ces provenances. Et la création est les formules extraordinaires que peuvent trouver ces ouvriers dès lors qu'ils sont pris dans un mouvement qui est celui de leur organisation, de leur force et de leur inscription dans les conflits du temps. J'ai toujours beaucoup aimé beaucoup de ces inventions. Une que j'ai citée, que je reciterai ici, c'est le verbe courager. Le verbe courager comme verbe transitif, n'est-ce pas ? Très supérieur à l'encourager, qui est légèrement paternaliste, on encourage comme ça. Mais courager, ça signifie être saisi subjectivement par une nouvelle force de soi-même. Et le mot d'ordre « je suis courageux et je vais courager les autres » est un mot d'ordre admirable, digne de Conrad ou de Beckett. Et je voudrais transiter justement à Beckett parce que c'est encore un exemple tout à fait extraordinaire et tout à fait homogène aux exemples populaires, parce que Beckett, c'est le personnage d'un triple exil. D'abord parce que, en tant qu'Irlandais, son rapport à l'anglais est un rapport compliqué. C'est d'ailleurs la complication de ce rapport qui a fait qu'au XIXe et XXe siècle, tant d'écrivains anglais sont en réalité des Irlandais. Ils sont Irlandais et ils sont dans le rapport agressif à l'Angleterre et par voie de conséquence à la langue anglaise. C'est le premier exil interne, un exil intérieur de Beckett. Le deuxième, c'est qu'il a été très longtemps secrétaire de Joyce, et qu'il a bien fallu qu'il s'exile de la langue de Joyce. Vous savez que la langue de Joyce est tout de même quelque chose de terriblement écrasant, j'y reviendrai, et c'était une langue en plus terriblement individuée, comme ça, une langue inimitable en même temps que féroce, d'une certaine manière, et il a fallu la fuir. Et alors il a fui tout cela en France, en adoptant la langue française. La langue française le sauvait et de l'Angleterre et de Joyce. C'était une première bénédiction. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était aussi un choix, et ça me paraît très important,
qui était contre la solution que Joyce avait introduite dans son conflit radical avec la langue anglaise. Parce qu'au fond, la solution de Joyce a été d'inventer une langue métissée. C'est la solution du métissage des langues, de l'intrication de langues différentes qui, dans Finnegan's Wake, atteint son sommet. Finalement, Joyce a fini par parler de Joyce, pas une langue dont il était le pays à lui tout seul, mais cette langue est en réalité une imbrication métissée des langues disparates qu'il avait traversées. Et dans ce conflit caché, ou en partie réel, entre Beckett et Joyce, je vois la lisibilité en effet de deux options différentes concernant les langues de l'exil. La solution d'une création métissée, c'est-à-dire d'une création qui finit par fusionner dans un idiome nouveau la langue d'origine, la langue maternelle et la langue de l'exilé, et une solution d'un autre type qui consiste à accepter ou revendiquer les distinctions, mais à les faire jouer à l'intérieur de ce qu'on écrit de façon non métissée, mais de façon dialectisée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, je veux dire par là que le français de Beckett, le français de l'exilé Beckett, est en réalité non pas une tentative de métisser l'anglais et le français, encore moins une tentative à la Joyce d'inventer une langue singulière méconnaissable à partir de langues disparates, mais c'est de lutter frontalement contre les langues distinctes, de façon à affronter leur distinction par une sorte de conflit. Il va lutter de ce point de vue-là contre l'anglais, tout simplement d'abord en l'abandonnant, et ensuite en y revenant pour le déformer. Il va lutter contre la prose métissée de Joyce, parce qu'au contraire, il va distinguer soigneusement son écriture anglaise et son écriture française, il ne va pas du tout les mixer, et il va aussi progressivement lutter contre le français naturel en le disloquant de l'intérieur de ses procédures. On peut dire qu'il y a trois efforts de Beckett dans qui éclairent ce que c'est que la langue de l'exilé. D'abord, il y a une agressivité contre la contrainte. La contrainte n'est pas traitée comme ce à quoi on va répondre souterrainement par une exception ou un métissage. Il va y avoir une agressivité. Vous savez que plusieurs personnages de Beckett se déclarent qu'ils vont esquinter la langue. Un d'entre eux, je ne sais plus lequel d'ailleurs, je crois que c'est Malone, dit « Vous allez voir, ils vont voir comment je vais l'arranger, leur charabia. » Et ça, c'est effectivement ce qui annonce cette agressivité contre la langue. Et de sorte que s'agissant du français, ça va donner un espèce de français fluidifié, déponctué, et si l'on peut dire un français assourdi. Alors qu'au départ, Beckett en acceptait la procédure et la contrainte dans la forme de la rhétorique noble. Il y a des passages de Beckett qui ressemblent à du Bossuet en réalité. Mais parti de là, il va exercer son agressivité contre la langue dans cette orientation. Je cite un passage qui est dans Commencer pour qu'on entende quand même aussi ces langues de l'exil au travail. À son regard, le spectacle d'une part d'un seul d'entre nous vers qui personne ne vient jamais et de l'autre d'un seul l'autre qui ne va jamais vers personne, ce serait une injustice, ça c'est là-haut dans la lumière. Voilà le français auquel aboutit Beckett après de longues heures et années d'agressivité contre sa solidité syntaxique. Mais en même temps, il va aussi procéder à une simplification. Alors cette fois, je dirais contre la rhétorique métissée de Joyce, contre la virtuosité langagière, qui est une tentation de Conrad aussi, à vrai dire, contre la virtuosité langagière, la surabondance, le métissage généralisé. Il va au contraire de plus en plus s'exprimer dans une sorte de simplicité qui va aussi soumettre à la fois la langue française et son retour à l'anglais à des épreuves particulières. Je cite dans cette orientation-là une mirlitonnade de la fin des années 70, qui est un peu le contraire de la fluidification d'en Commencer.
écoute-les s'ajouter les mots aux mots, sans mots, les pas au pas, un A, un. Ça, évidemment, c'est ce vers quoi on peut tendre si, précisément, au lieu de tenter de capturer la langue étrangère par la virtuosité supérieure, on tente au contraire de s'y infiltrer par une espèce de ponctuation minuscule. Et puis, alors, contre l'anglais, il va se livrer à une tentative tout à fait extraordinaire que j'appellerais la tentative du ricochet. C'est-à-dire qu'il va revenir à l'anglais en rebond de ce qu'il a écrit dans le français, en devenant cette chose extraordinaire qui est un traducteur de lui-même dans sa langue maternelle. Parce que c'est quand même ça. C'est-à-dire que la langue maternelle, là, on est au sommet de la sophistication du traitement de la langue maternelle, puisque la langue maternelle devient le matériau de Beckett pour traduire dans cette langue quelque chose dont l'original est écrit en français, mais il est le traducteur de lui-même. Ce qui veut dire en réalité que l'invention d'écrire en français pour Beckett a consisté à couper en deux l'anglais. Il y a un anglais maternel originel, qui évidemment était sa langue, et le ricochet du français vers cette langue la coupe en deux et produit un anglais nouveau, qui est un anglais subordonné en un certain sens au français, bien que, comme on le voit quand on lit les deux versions, il soit très différent du français en fin de compte. Mais c'est un anglais qui est tributaire du français, qui est mis sous la loi du français et qui a été scissionné, si je puis dire, par l'exercice du français. Alors, je dois vous raconter tout ça, qui circule, pour vous montrer à la fois la circulation entre les plus hauts exercices langagiers dans l'exil, et puis les inventions et les situations d'exil dont longtemps parlait Marc, ici présent. Vous voyez qu'en fin de compte, ceci désigne bien la question des langues de l'exil comme une question intrinsèque, qui est une question aussi bien pour le militant politique, pour l'ouvrier quelconque, pour le jeune délinquant, ou pour Beckett, ou pour Conrad. La question est en dernier ressort la même, c'est-à-dire la question est comment, en un certain sens, habiter la langue de telle sorte qu'on ne soit ni dans sa stricte contrainte, ni dans sa stricte absence. Comment peut-on être soi-même présent dans le symbolisme général d'une langue sans que ce soit simplement répondre à une obligation et sans que ce soit non plus s'en dépêtrer comme on peut parce qu'on ne peut pas faire autrement. Trouver un chemin particulier qui est un chemin de création de langue en réalité, interne à une des langues, qui n'est pas leur métissage ou leur emboîtement, mais qui est précisément l'exercice d'une capacité de la langue à nommer autrement les choses que dans sa dimension primitive. Autrement dit, c'est par ces procédures que les langues de l'exil résistent à subir la contrainte dans la double direction néfaste de la surabondance virtuose d'un côté ou de la correction maniaque de l'autre, qui sont les deux normes qu'on pourrait leur reconnaître ou leur imposer. C'est ni l'un ni l'autre, ni l'inflation rhétorique d'un côté, ni non plus la correction maniaque, mais au fond la liberté de la faute comme création immanente à la langue. C'est ce qu'a très bien vu aussi, et ce sera mon troisième exemple, et celui sur lequel je vais conclure, un autre exilé mémorable qui est Brecht. Brecht parle à diverses reprises de la question des langues de l'exil, il a écrit des poèmes de l'exil, donc il est vraiment tout à fait dans cette affaire. Et là, je cite un passage de son journal de travail qui date, là nous le savons, du 19 octobre 1942. Alors le 19 octobre 1942, Brecht, exilé à Los Angeles, endroit dont il dit à diverses reprises, je le comprends parfaitement, que c'est l'endroit où il a été le plus difficile de vivre, pas purement et simplement. Hein. Et il dit c'est parce que tout le monde là-bas habite dans des jardins. Comme tout le monde habite là-bas dans des jardins, il dit j'ai sous les yeux
un bananier, une chose absolument horrible pour lui. On sent qu'évidemment la nostalgie du bistrot bavarois est irrépressible. Et alors, le 19 octobre 1942, il écrit ceci. Intéressant comme un rétrécissement de fonction désagrège la personne, le moi performe quand il n'est plus interpellé, sollicité, malmené et commence la schizophrénie. Pendant le travail, j'avais du mal par moments à ne pas m'occuper, moi aussi, de régler tous les sales petits problémicules. Trouver ces lines glissantes, smart, ces transitions du rien au rien. Et en général, j'avais du mal à ne pas laisser aller ma plume aux épanchements. Tout cela, je le laissais aux autres. Ce genre de choses peut effectivement esquinter une écriture. Du moins, j'en avais le sentiment. Voilà, Brecht dit quels sont les moyens de ne pas laisser s'esquinter une écriture quand on est confronté à l'exil et aux langues de l'exil. Et cela dans le combat qu'impose le statut d'exilé, qui est décrit de façon extrêmement vive par Brecht comme le rétrécissement de la fonction. En réalité, c'est le rétrécissement de la fonction d'existence à quoi l'exilé est opposé. C'est précisément que lui soit imposé de ne rien faire sous un palmier, dans le cas de Brecht. Mais on trouvera, dans le cas de n'importe quel exilé, les pressions exercées pour que son existence soit rétrécie, pour que la fonction d'existence soit diminuée. Et alors, ce que dit Brecht, c'est qu'il faut lutter pied à pied contre l'invasion équivoque des liens glissants, des transitions du rien au rien, des épanchements, et qu'il faut, au contraire, trouver une écriture simplifiée et durcie qui soit une nouvelle occurrence, non pas d'une identité, mais d'un fragment d'universel. C'est ça l'apport irremplaçable des langues de l'exil, que j'opposerai à mon ami Barbara Cassin, naturellement, qui a fait quand même l'apologie de l'équivoque. Je pense que la langue de l'exil, c'est plutôt par une sorte de création agressive qui vise la simplification, la réduction des épanchements, les équivoques des liens glissants. C'est apprendre à la langue de l'exil elle-même, les nouvelles façons de se prononcer ou de se déclarer qui n'existaient pas antérieurement. Mais se prononcer, se déclarer, ça suppose toujours introduire un point nouveau d'univocité. Introduire, parce qu'on est exilé, et dans la langue de l'exil, un point qui puisse être absolument et définitivement en partage. Et donc je dirais qu'en effet, la langue de l'exil est à la fois la résonance de l'équivoque, mais elle ne l'est que pour autant qu'elle arrive en disant courageux ou en luttant contre la rhétorique des transitions, quand elle arrive à situer et à saisir un point qui vaille pour tous. C'est en effet, et de cela je suis bien d'accord sur ce point avec Barbara Cassin, c'est en ce sens que la langue de l'exil est créatrice et qu'elle maintient les pouvoirs de la langue, non pas, à mon avis, en tant que jeu de la multiplicité équivoque, mais en tant que jeu de l'agressivité de l'univoque.